Donc certains l'ont vu ce matin, l'ont écouté avec beaucoup d'attention parce que c'était vraiment passionnant. On va accueillir Philippe Prados de chez Octo Technologies. Et je voulais vous raconter un petit peu comment il est arrivé là. Et en fait, je connais Philippe de nom depuis pas mal d'années, genre 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Je me souviens avoir lu au début des années 2000 un article dans Programmer que j'avais trouvé super intéressant. Je ne sais plus de quoi ça parlait, mais je me souviens d'un truc qui m'avait marqué au bas de l'article. C'était la signature Philippe Prados, hacker éthique chez IBM. J'avais trouvé le titre assez étonnant. Et depuis, j'ai lu d'autres articles parce qu'il en a publié énormément. Et à chaque fois, c'est excellent, c'est très pointu techniquement, c'est très bien expliqué. Et donc, vous allez pouvoir le constater par vous-même. Bonne conférence. Merci beaucoup, j'espère pas vous décevoir, la barre est haute. Alors, je vais vous parler d'un truc un peu bizarre. On m'a demandé du velu, donc voilà. Pour l'anecdote, comme je disais ce matin, c'était mon DG qui devait venir, mais c'était pas ses velus qu'il proposait, donc c'est moi qui suis passé. Donc je l'ai mis dehors. Ça m'a fait rire. Donc je vais vous parler de multitâche sans trade. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure que les nouveaux paradigmes cherchent à travailler en asynchrone, etc. Mais ça c'est bien gentil, mais c'est pas toujours facile pour le développeur. Donc on va voir comment tout ça évolue et comment on peut améliorer ça et les différentes stratégies qu'il y a derrière. Donc d'abord on va se poser la question pourquoi il faut abandonner le modèle de trade. Il n'y a pas que moi qui le dis, si vous prenez la roadmap de Java, ils le disent eux-mêmes, il y a des slides qui disent bon, le modèle de trade il n'est pas bon, il faut qu'on passe sur un nouveau modèle. Et entre autres, ils parlent d'une des technologies que je vais vous proposer là, qu'ils envisagent de mettre plus tard pour les futures versions de JVM, la 9, la 10 peut-être. Ensuite, on verra 5 modèles permettant de pouvoir faire du multitâche sans avoir de trade. On va voir, un peu bizarre. Puis on fera une synthèse de tout ça. C'est assez velu dans la mesure où je vais vous présenter, je vais avoir 6 ou 7 langages différents de développement et on va regarder un peu comment ça joue. Donc on va commencer par pourquoi abandonner les trades. Le logiciel rend-il plus vite que le matériel n'accélère. Vous savez que on n'est plus capable de pouvoir augmenter la fréquence des processeurs parce que sinon ça fondrait sur place, si on avait suivi la courbe initiale. Donc la seule chose qu'on sait faire, c'est rajouter de la mémoire, rajouter des cœurs, etc. Mais le problème, c'est que derrière, ça veut dire qu'il y a plus de choses à traiter pour la même vitesse, On peut augmenter des disques, mais on ne sait pas augmenter de la même proportion le temps de lecture d'un secteur du disque. Donc rien que faire un check file sur un disque de 1 Tera, c'est plus possible. Pareil, au niveau de la mémoire, le garbage collector, il commence vraiment à souffrir parce que maintenant qu'on attaque des JVM en 64 bits, ça ne va plus tenir. On sait gérer 4 gigas, ça va encore, mais dès qu'on commence à aller au-dessus, là, ça commence à souffrir. Et du coup, toutes les nouvelles technos travaillent hors HIP. Donc on voit que il va falloir un peu travailler autrement. Alors ça, je reprends un slide que j'ai présenté tout à l'heure, mais c'est intéressant pour ceux qui n'étaient pas là. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est la vision humaine des performances. On se dit c'est super rapide, ok, un cycle c'est une nanoseconde, une seconde c'est un milliardième de seconde, donc c'est super rapide. Je vais faire tout ce que je veux en un milliardième de seconde. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans nos systèmes d'information qui doivent gérer des millions de personnes, ok, envoyer 2K sur le réseau à 1 gigabit, c'est 20 000 milliardièmes de seconde. C'est rien du tout, Si on veut faire même un envoi vers les US, ok, c'est 150 millions, mais bon, voilà, c'est 150 millisecondes, c'est finalement pas grand-chose. Maintenant, imaginons que ça ne prenne pas 1 milliseconde, mais que ça prenne 1 seconde. Ça, c'est plus acceptable pour un humain de comprendre ce qui se passe. Et là, on se rend compte, finalement, de l'échelle des temps, pour nous, humains, de ce qui se passe pour l'informatique. Et donc, typiquement, envoyer 2K sur le réseau, c'est 5h30. Je suis en train d'envoyer un paquet réseau, j'attends l'acquittement, j'ai 2 fois 5h30, j'ai 10 heures. Pendant 10 heures, je ne fous rien. Si on était un humain qui disait, tiens, moi j'envoie un courrier et puis j'attends le lendemain pour obtenir la réponse, ça nous poserait des questions. Si je veux lire un méga séquentiel en RAM, 3 jours. Si je veux lire sur disque, c'est 6 mois et demi, et puis juste un aller-retour US, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, je suis en train de rien faire. J'ai mon processeur qui ne fout rien. Il est en train d'attendre d'avoir son acquittement. Il y a donc énormément de gains à trouver en réorganisant la façon de travailler. Là, je vais passer très très vite par rapport à ce matin. Là, c'est juste un scénario qui montre que si j'avais plusieurs threads en parallèle, dans le scénario de haut, j'ai 2 threads qui doivent traiter une succession de requêtes. J'ai une requête A, une requête B, une requête C. Dans le scénario du haut, on voit que j'ai des phases où je suis en train de travailler sur mon thread et des phases d'attente parce que je vais invoquer par exemple une base de données qui va mettre un certain temps à me répondre. Donc j'ai une zone où je suis en train de poireauter.
Dans le thread d'en dessous, le B, c'est la même chose, je suis en train de travailler, puis à un moment j'attends, puis à un autre moment je reprends un bout de traitement, puis j'ai fini, je vais pouvoir traiter le C. Dans celui du haut, j'ai deux requêtes à faire, très bien, j'ai un A1, A2, A3. Il y a une zone rouge. La zone rouge, c'est le moment où finalement il y a deux threads qui ont besoin de travailler au même moment. Donc quand on est sur des... prenons le scénario simple où je suis monocœur, hein, là je vais avoir en réalité le système d'exploitation qui va faire du context switch, qui va passer son temps en disant tiens, je te donne une tranche de temps, et puis toi, au bout de 20 millisecondes, hop, je donne la main au suivant, puis je reprends. Donc en réalité, on simule le fait qu'il y a des traitements parallèles. En réalité, c'est séquentialisé, mais ça va se faire à des moments un peu aléatoires. Et on ne va pas le maîtriser, ces moments, et donc là, on va avoir de la contention. Inversement, si les deux threads sont en train de glander, sont en train d'attendre les fameux 5 ans, il ne se passe rien du tout. La requête C, elle ne peut même pas commencer à envisager le début du commencement du traitement, puisqu'on n'a pas fini avec le thread tant qu'on n'a pas obtenu la réponse, les 5 ans, et qu'on n'a pas pu traiter le B2 par exemple. Si je me mets dans le scénario du bas, j'ai qu'un seul thread, on n'est pas plusieurs. Par contre, je travaille autrement. Je travaille en étant réactif, c'est-à-dire non pas en disant j'ai un flux continu de traitement, j'ai besoin de faire quelque chose, je pose une question, j'attends la réponse, j'ai la réponse, je continue à jouer, etc. Mais en disant tu me sollicites avec quelque chose, je réagis, je fais tout ce que je peux faire au niveau CPU dessus, et dès que je ne peux plus rien faire au niveau CPU, je dis j'ai terminé. Et j'attends la prochaine sollicitation. Donc je peux très bien envoyer une requête au niveau du réseau pour dire hey, interroge la base de données, maintenant je vais faire autre chose. Et quand la base de données aura décidé de me dire ok, j'ai enfin ta réponse pour toi, elle sera dans la file des traitements et elle va dire ok, maintenant tu as une réponse, je vais pouvoir continuer à travailler. Mais dès que j'ai plus rien à faire au niveau CPU, je te rends la main. Et on voit que finalement, dans le thread du bas, qui est unique pourtant, je suis capable d'exécuter plus rapidement mes requêtes et en ayant une densité de consommation du CPU beaucoup plus importante. Si je regarde l'ensemble des zones bleues dans la ligne du bas, elle est beaucoup plus dense que celle que vous avez en haut sur chacun des threads. Donc j'ai moins de threads et je fais plus de choses. D'accord ? Donc ça, c'est le modèle réactif et c'est celui que je vous préconise depuis ce matin. Donc depuis 20 ans, on fait le pari que la concurrence est optimale. En réalité, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que finalement, on a soit du rouge, soit c'était quoi ? C'était du orange, je crois. C'est du jaune. Soit du rouge, soit du jaune. Mais on a rarement une situation optimale où finalement, on va passer la main au deuxième thread juste pile poil au moment où il était en train de poireauter. L'approche réactive consiste à dire maintenant, on va travailler de façon déterministe et on va se mettre à réagir quand il faut et uniquement quand il faut et pas s'endormir. Pour pouvoir faire ça, on veut utiliser que des hardware threads, c'est-à-dire pas des simulations de threads. Ce qu'on veut, c'est 4 cœurs, 4 threads, pas plus. 8 cœurs, 8 threads. Mais j'en mets pas plus. En mettre plus, c'est nuire. C'est tomber sur les deux scénarios du rouge ou du jaune que je montrais tout à l'heure. Et je dois être capable, en réactif, de pouvoir même fonctionner avec un seul cœur. Node.js le fait très bien. Si vous voulez tester vos applications en mode réactif, débuguez-les en mode monocœur. Une fois qu'elles sont capables de fonctionner en monocœur, c'est qu'elles sont bien codées, qu'il n'y a rien qui est bloquant. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir dire tiens, j'en mets 2, j'en mets 3, j'en mets 4, je vais vraiment bénéficier de mes cœurs. Chaque cœur va vraiment apporter sa vraie valeur, puisqu'on va multiplier la puissance de traitement par le nombre de cœurs, réellement, de façon linéaire. Le risque, c'est si jamais il y a quelqu'un qui se met à faire un appel bloquant à l'intérieur. Donc pour ça, on a fait chez Octo un outil que vous pouvez trouver, j'ai oublié d'en parler ce matin, mais un outil qui s'appelle Reactive Audit, qui permet dans la JVM de mettre un agent avec la programmation par aspect qui va permettre de vous dire tous les appels bloquants que vous faites, en invoquant la moindre API de Java, quoi. Donc ça va permettre d'identifier ces problèmes-là pour savoir si vous êtes vraiment réactif ou pas. Donc pour pouvoir arriver sur ce modèle-là, on a dû faire pas mal d'évolutions. D'abord sur les OS, donc il a fallu que les OS nous offrent des API asynchrones. Que quand je dis lis un fichier, ils puissent me dire ok, j'ai pris ta demande en compte, et puis quand j'aurai un bout de fichier à te renvoyer, je te signalerai en te renvoyant une notification, un signal pour te dire ok, voilà, maintenant il y a un bout pour toi. Donc ça c'est le premier maillon qui est levé depuis très longtemps maintenant, même si peu de gens l'utilisent finalement. Les drivers vers les bases de données doivent également être asynchrones. Donc on est très très loin du JDBC qui est complètement synchrone. Donc il y a des nouveaux drivers qui sortent et qui proposent ce modèle-là. Il y a même, si je ne dis pas de bêtises, le ODBC, nouvelle version, oblige les fournisseurs à être en asynchrone parce que Microsoft veut justement généraliser ce modèle même sur l'accès à toutes les bases de données. Donc les nouveaux drivers ODBC doivent proposer une version asynchrone avec des gains énormes. Microsoft indique qu'au lieu d'avoir, je ne sais plus combien, c'était un truc genre 500K par connexion, qu'ils étaient obligés de maintenir, là, ils ne maintiennent plus rien, ils tiennent 10K par connexion.
Donc ils sont plus rapides, en plus ils bouffent moins de mémoire, donc c'est vachement bien. Les protocoles évoluent, HTTP 2.0 est un modèle complètement asynchrone, on reçoit des événements, WebSocket c'est pareil, on reçoit des paquets au fur et à mesure qu'ils arrivent, quand ils sont disponibles, dans les deux sens. Les frameworks également évoluent, et les langages. Et c'est surtout sur ce point-là sur lequel je vais vous raconter les choses. On va voir que les langages également sont en train d'évoluer pour nous proposer des technologies ou des approches qui vont nous aider à gérer l'asynchronisme. Si je me mets au niveau des API non bloquantes, comment ça se passe? J'ai un thread, normalement, qui a besoin, par exemple, de communiquer avec le driver de la carte réseau. Donc il va faire quoi? Il va commencer par envoyer, j'ai des choses à envoyer. Bon. Le paquet que j'ai envoyé va être découpé éventuellement en plusieurs trames réseau, et puis il va y avoir une queue d'émission. Ça, c'est tout ce que je dois envoyer. À un moment donné, le driver il dit « Ok, c'est bon, il n'y a plus personne sur la ligne, je vais pouvoir commencer à envoyer. » Le driver, il le prend, et puis il va l'envoyer. Très bien. Quand j'ai une réponse, c'est la même chose. Le driver, il reçoit des choses au moment où ça arrive. Donc il va commencer par se faire une queue locale. On dit « Ok, voilà, j'ai tout ça qui est en train d'être gardé. » Et il n'a pas encore prévenu l'application, là, si on ne lui a pas demandé. Et ensuite, il va pouvoir dire « Ok, voilà, j'ai un petit bout pour toi. » Si on est en asynchrone, le but, c'est de se brancher sur cette queue de sortie, sur la queue de réception. C'est de pouvoir recevoir le message au moment où il arrive. Et c'est là où ça va changer la façon de programmer. Parce que là, on voit bien qu'on a deux couleurs. On a le jaune qui est en haut quand je suis en train de dire « Je veux envoyer un paquet ». Je peux continuer à faire des choses pendant ce temps. Et j'ai une autre couleur lorsque j'ai la notification inverse qui me dit « Hey, j'ai une réponse pour toi ». Ce n'est pas forcément le même thread entre les deux. Dans le modèle synchrone, c'est le même thread. Mais il y en a un qui s'est endormi entre les deux. Alors, l'approche réactive consiste à réagir à des stimulations externes et du coup d'augmenter la densité de traitement par serveur. Le but, c'est de pouvoir gérer 10 000 clients simultanément. Je dis bien 10 000 clients simultanément sur le serveur. On ne fait pas ça avec le nombre de threads ou avec du J2E de base. On fait ça en changeant l'approche. Et en même temps, réduire la consommation mémoire, parce que les threads, c'est très, très, très gourmand. Chaque fois que vous faites un thread, suivant la technologie que vous êtes en 32, en 64 bits, vous allez bouffer un maximum de mémoire pour avoir une pile suffisamment grande. En plus, les frameworks étant tellement énormes, obligé de mettre des piles monstrueuses pour chacune des threads. Et l'objectif, c'est d'augmenter la consommation CPU, qu'on n'ait plus des CPU qui sont à 5 à 10% d'utilisation quand on a multiplié des machines. Ça ne sert à rien, quoi. Pourquoi on a mis plus de machines alors qu'on avait une qui ne foutait rien? Alors l'approche réactive, c'est un truc qui est proposé par le Reactive Manifesto, qui cherche à dire que les nouvelles applications doivent répondre à 4 paradigmes, doivent être capable de réagir à des événements, doit être capable d'être super rapide, donc responsive, pour pouvoir permettre aux utilisateurs d'avoir une réaction immédiate, d'être résilient, que chaque morceau de l'application ou de composant doit pouvoir tomber sans que ça mette en cause l'intégralité du système, et puis également réactif aux sollicitations fortes. Si j'ai un gros pic de charge, ça doit pouvoir continuer. Donc je vous évoquais ce matin les différentes approches pour pouvoir gérer ça, les impacts que ça pouvait donner. Là, on va s'intéresser aux appels asynchrones spécifiquement. Alors pourquoi l'approche réactive? Pourquoi pas l'approche réactive plutôt? Pourquoi on a des freins sur l'approche réactive? Une des raisons, c'est qu'on dit ouais, putain, c'est vachement bien sur le principe, sur le papier, mais alors moi, mon code, il va être super compliqué. Donc je vais être emmerdé parce que si je dois faire des cascades de callback, ça devient compliqué. Là, j'ai un petit exemple en JavaScript, JavaScript étant réactif par nature, il n'y a pas de multitâche dedans. Donc en gros, j'invoque un truc et puis je reçois une fonction qui elle-même invoque un autre truc, qui reçoit une fonction, qui invoque un truc, qui reçoit une fonction, etc. Donc là, je me retrouve avec du code, ok, ça fait le boulot, c'est pas très lisible. Ce qu'on aimerait, c'est réussir à écrire un peu comme avant, mais tout en étant réactif. Et c'est le but de ma présentation. Donc le rêve du développeur, c'est de rédiger un programme en style direct, mais sans thread. Ce qui veut dire que chaque bout de morceau de mon code peut très bien s'exécuter par des threads différents. Mais moi, je l'écris de façon linéaire. Ça va être un peu bizarre. Donc techniquement, on va exécuter tous les fragments de code entre deux I/O bloquantes par le même thread logique, mais pas forcément physique. Ça peut être sur des cœurs différents. Et on va voir qu'il y a différentes propositions qui sont faites par les langages de développement pour pouvoir répondre à cette problématique. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Donc on va voir 5 approches pour pouvoir faire ça. Les générateurs, les patterns de continuation, les coroutines, les pipelines composition et le wait no sync.
Donc c'est des concepts qui sont fortement liés. Des fois, on retrouve le nom de l'un pour en réalité implémenter l'autre. Parfois, on retrouve des librairies qui utilisent l'un pour pouvoir exposer l'autre. Donc tout ça, c'est assez fortement lié. Mais c'est tous la même problématique. C'est comment réussir à me rendre les choses plus simples, moi, développeur, tout en travaillant en asynchrone. Alors c'est pour Barbu. On va rentrer dans le vif du sujet. Il y a du code, il y a de la transformation de code, il y a plein de langages de développement. C'est des exemples relativement simples. Je ne vous demande pas de comprendre chacune des lignes, mais de comprendre les principes, les éléments qui sont derrière. Chacun retrouvera par rapport à ses habitudes le slide qui l'intéresse, et les autres auront une curiosité sur le slide suivant. Très bien, donc on va commencer par le premier pattern, les générateurs. Alors les générateurs, c'est quoi? C'est une routine spéciale qui permet de gérer l'itération d'une boucle. C'est un truc un peu bizarre, mais qui existe depuis quelques temps. Au lieu, dans une boucle, de faire un return, dans une fonction de faire un return, on fait un yield. Typiquement, là j'ai un petit exemple en bas. Je vais changer de lunettes parce que sinon je ne vois pas mes slides. On se fait vieux. J'ai commencé il y a... Ouais, c'est ça, il y a 40 ans. Alors, on a une première boucle à gauche. On a une filtre, un truc qui dit, écoute, voilà, je suis un filter to sharp, donc je veux identifier les lignes qui commencent par dièse dièse. Alors une boucle classique, c'est OK, je vais itérer, et puis pour chaque ligne, je vais dire est-ce que c'est dièse dièse ou pas. Donc une boucle classique, elle rend la main pour chacune des lignes, quoi. Enfin, soit elle imprime chacune des lignes, mais quand je rentre dans une boucle, j'en sors pas. Yield, c'est un peu particulier parce qu'on va pouvoir en sortir. C'est-à-dire qu'on est dans une boucle, et on va la mettre en pause avec Yield. Tiens, pour l'instant, j'en suis là. Ce que l'on voit sur le code de droite, là, c'est qu'on va dire, OK, moi je vais me brancher sur un fichier, puis sur le fichier, je vais prendre toutes les lignes, et puis je vais dire, toutes les lignes, tu vas les passer par cette fameuse fonction. Et normalement, si une boucle invoque une autre boucle, il faut attendre la boucle imbriquée avant d'exécuter la boucle externe. On est bien dans ce cas-là. J'ai une boucle for à droite qui va invoquer la boucle for à gauche, qui elle est imbriquée. Mais comme on utilise les générateurs, le yield, en réalité, ce qui va se passer, c'est que la boucle de gauche va se mettre en pause. Elle va me retourner, c'est comme un return, mais elle va me retourner la valeur qu'elle a pour le moment. Et quand je vais la réinvoquer, elle va dire OK, je reprends là où j'en étais, je vais continuer avec la valeur suivante. Donc là, j'ai été capable de dire tiens, je vais prendre les fichiers, je vais n'afficher que les lignes qui n'ont pas de commentaires, qui ne commencent pas par dièse dièse. Pourtant, j'ai deux boucles. Et la façon de coder du point de vue du développeur est différente. Si on regarde plus précisément comment ça se gère, là on a un autre exemple de générateur mais codé en C#. Vous avez en bas à droite à chaque fois le langage, parce qu'on papillonne sur les langages, il n'y a pas de raison. Donc là on a une petite boucle de générateur, OK, là ça doit retourner un énumérateur. En réalité, ce qui a été produit en interne par le compilateur C#, c'est le code que vous voyez sur la droite. C'est-à-dire qu'il a transformé une fonction en un objet qui va garder les informations. On va retrouver les informations majeures d'une boucle, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'initialisation de la boucle, on va retrouver la comparaison de la boucle, on va retrouver l'incrément de la boucle, et on va retrouver la valeur courante qui est retournée pour pouvoir reprendre le traitement. Donc ce que vous avez sur la gauche, c'est ce que écrit le développeur, ce que vous avez sur la droite, c'est le même code, exactement le même, mais écrit à la main. Et c'est le compilateur qui a fait la transformation du code de gauche vers le code de droite. C'est clair? En JavaScript, on a maintenant ça, à partir de JavaScript 1.7. Vous voyez un petit truc bizarre, il est marqué fonction étoile. Fonction étoile, c'est une nouvelle fonctionnalité de JavaScript qui nous permet de dire tiens, ça c'est une fonction, mais considère-la comme un générateur. À toi de faire la moulinette de transformation pour que quand j'ai du yield, tu vas t'occuper de faire la même transformation qu'on a vue sur C#. Et du coup, on va pouvoir faire l'équivalent du pseudo multitâche grâce à ce genre de choses. Je peux avoir une boucle qui dit moi j'ai plein de choses à faire, j'ai un compilateur écrit en JavaScript qui a besoin de prendre plein d'arbres et d'analyser, etc. Mais en plein milieu, je peux dire tu fais du yield et puis tu vas rendre la main, et soit je fais du yield en disant c'est juste une pause, juste pour interrompre à des moments précis, puis quand tu reprendras, tu reprendras là où tu en étais. Donc je peux à des moments stratégiques redonner la main en me foutant du résultat renvoyé par le yield, ou au contraire je peux dire tiens, je suis dans tel état. Là on a un exemple assez amusant, c'est le Fibonacci. Donc c'est un calcul de Fibonacci, vous connaissez, c'est un mécanisme de production assez simple, on a 0, 1, puis après on rajoute la valeur d'avant, donc 3, 5, 7, etc. Mais sauf qu'on a écrit une boucle sans fin. Donc vous avez en haut une boucle for, point virgule, point virgule. C'est une boucle sans fin. Donc c'est une boucle qui normalement ne devrait jamais s'arrêter.
Mais comme c'est un générateur et que j'ai mis un yield, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un générateur, comme son nom l'indique, elle va produire de la valeur. À chaque fois que je l'invoque, elle me produit l'étape suivante. Donc tant que je l'invoque, j'ai l'étape suivante. Quand j'en ai plus besoin, je l'utilise plus, et puis c'est Garbage Collector qui fera le ménage. La boucle d'en dessous, qui est un usage de cette Fibonacci, lui dit, tiens, tu vas me prendre les 1000 premiers. Mais je pourrais continuer comme ça tant que je veux. J'ai une boucle sans fin qui est invoquée par une boucle avec fin cette fois-ci. D'accord? Donc ça va complètement révolutionner ce genre de choses. Les frameworks et les API qu'on a sur notre JS, par exemple, qui, lui, est plutôt orienté, je dois rendre la main dès que je suis en train de faire quelque chose, mais je ne sais pas trop comment le rendre, il faut que je fasse un return, etc. Là, on va pouvoir mettre en pause des traitements, finalement. Le YEL est une façon de mettre en pause des traitements. Et il est assez trivial d'écrire un scheduler qui va dire, tiens, j'ai plusieurs boucles, plusieurs traitements, chacun fait un yield, pour dire, tiens, tu passes de l'un ou tu passes de l'autre. Sur les articles de blog, là, vous allez voir des QR codes passer, si vous scannez dessus, vous allez tomber sur des articles. Et on a quelques exemples de code qui utilisent ça, qui utilisent des coroutines pour faire du multitâche. Enfin, des générateurs pour faire du multitâche, du simulation de multitâche, un scheduler. Donc si je reprends un petit peu ce que je viens de vous raconter, donc on a vu qu'il y a 5 approches différentes, on s'occupe que de la première pour l'instant. Donc le générateur, ça ne fonctionne que dans une boucle, c'est-à-dire que ça doit retourner un itérateur. Ça retourne un itérateur, c'est local à une fonction, ça peut être pas, je ne peux pas avoir des itérateurs du yield en cascade et dire c'est le 3e niveau qui fait un return et qui remonte toute la chaîne. Je suis obligé d'être au même niveau, parce que c'est la transformation de code se fait à ce niveau-là. Le point fort, c'est que c'est généré automatiquement par le langage en question. Donc le générateur, c'est un producteur d'éléments lors d'une boucle qui est mis en pause avant de demander l'élément suivant. Donc c'est basé sur le next, le asNext, etc. Très bien. Maintenant, on va vous parler d'un deuxième pattern qui est le pattern continuation. Alors, la continuation, ça va être un peu obscur ce que j'ai indiqué là sur ce slide, mais vous allez mieux le comprendre après. Donc, ça permet d'enchaîner des callbacks dans chaque méthode. On a vu que quand on fait un traitement, on a besoin de dire tiens, quand tu as fini, tu fais ça, puis quand tu as fini, tu fais ça, puis quand tu as fini, tu fais ça. Le but du continuation, c'est d'essayer de généraliser ce truc-là. Donc, techniquement, le but du jeu, c'est de dire tiens, je vais faire un traitement linéaire, mais tout ce qui suit, je vais le mettre dans une closure et puis je vais lui indiquer comment tu l'invoqueras quand ça sera le bon moment. Il y a des langages qui permettent de porter directement ça. Donc dans ce cas-là, il y a une extension, une macro du langage, parce que c'est un langage qui est capable d'avoir des macros, qui permet d'indiquer continuation enable et qui va permettre de pouvoir écrire avec une syntaxe améliorée, vous allez voir, et qui vont nous générer automatiquement la continuation. Continuation, c'est ce que Java indique dans sa roadmap comme étant une des stratégies qu'ils envisagent pour supprimer les threads. Alors, l'objectif, pour pouvoir faire du multitâche, c'est de garder les étapes à continuer pour l'invoquer à la réception d'un événement. On m'a indiqué qu'est-ce qu'il fallait faire à la suite. Je vais redéclencher la suite lorsque j'ai un événement. Pour que ça soit un peu plus clair, prenons cet exemple assez simple, à gauche. Donc j'ai une méthode G, une fonction G, alors c'est Scala, qui invoque un traitement long, très bien, et puis qui retourne le résultat. En dessous, j'ai une fonction F qui va invoquer G, qui va obtenir ça dans W, qui va l'afficher. Très bien. Première chose à faire, c'est d'identifier dans ce code-là les différentes sections de code intéressantes. On a en haut une section de code qui est le code qui peut prendre du temps, et en bas, on a une première étape, la première ligne, qui est je vais invoquer un traitement qui va être long, et ensuite j'ai la suite du traitement après avoir invoqué le truc qui est long, la zone rouge. Donc on fait d'abord cette première analyse. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la suite soit invoquée à la fin du traitement, que ce soit une IO ou autre chose, que ce soit réactif. Ce que l'on veut, c'est que la zone rouge, elle soit encapsulée et qu'elle soit déclenchée au bon moment. Donc, une première façon de faire, là je suis en pur Java, un pur Scala à la main, on va dire, c'est de dire, tiens, je vais implémenter moi-même à la main le pattern de continuation. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais dire, ma fonction G, elle retournait une variable, un string par exemple, je vais lui dire, maintenant, tu vas recevoir une closure. Donc tu vas recevoir la suite. Tu vas recevoir une fonction qui est ce que tu devras exécuter quand tu auras terminé. D'accord? C'est pour ça qu'au lieu de faire le simple return de RC, je vais faire K, comme continuation, c'est la norme dans ce pattern-là, de RC. C'est-à-dire la closure que j'ai reçue, je dis, OK, moi je sais quand est-ce que c'est le bon moment de t'invoquer. Donc je vais t'invoquer au bon moment. Du coup, en bas,
je vais un petit peu changer la façon d'appeler. Je ne vais pas invoquer juste G, mais je vais dire G et je te donne la clausure qui dit ce que tu devras faire quand tu auras fini. Donc j'ai juste défini la clausure en dessous, continue F, qui dit OK, tu me donnes le code retour de la fonction et puis tu affiches. D'accord? Donc en faisant ça, j'ai décidé que quand j'invoquais G, je lui donnais la suite pour que quand G a décidé que c'était le moment, il va pouvoir m'invoquer. Donc ça, c'est fait à la main. Hein. Là, je vais juste décaler ce qui était à droite à gauche et on va continuer. Donc on a exactement la même chose sur la gauche que ce qui était sur la droite. L'étape suivante, je vais essayer de simplifier mon code. Au lieu de mettre en bas une version def continue f, je vais faire ça, mais en utilisant les syntaxes simplifiées des clausures. Donc je peux invoquer G en lui fournissant directement la clausure. Donc là, je mets la collade ouvrante directement dans l'invocation. Mais je fais la même chose. Hein. C'est juste du sucre syntaxique que j'ai fait là. Donc c'est Scala qui permet ça, Java 8 permet ce genre de choses également. Hein. Même chose, j'ai décalé ce qui était à droite à gauche. Maintenant, on va essayer de faire la même chose, mais avec le plugin Scala. Donc, vous avez bien compris la philosophie, hein, c'est de fournir la clausure qui est le traitement à faire à la suite. Si j'utilise l'extension de Scala, que j'ai évoquée tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que dans G, je vais me retrouver avec la syntaxe initiale, c'est-à-dire G qui ne reçoit rien. Par contre, je vais mettre une annotation en disant suspendable. Et puis à l'intérieur du corps, je vais juste l'encadrer avec Shift. Le fait de l'encadrer avec Shift fait que je vais devoir écrire une clausure qui reçoit le fameux K, la fonction à suivre. Donc là, c'est assez proche de ce qu'on avait sur la gauche. Hein. J'ai juste un petit peu de sucre syntaxique pour pouvoir gérer ça. Là où ça devient intéressant, c'est en bas. Parce qu'en bas, je vais pouvoir encapsuler ça avec reset. Et là, je ne m'occupe plus de savoir quels sont les blocs de code qui doivent être continués. J'invoque G. G, il va tout seul, le compilateur, transformer ce code-là comme je vous l'ai présenté précédemment, en prenant toute la zone rouge, en disant tiens, ça c'est la zone rouge que tu devras recevoir, que tu devras mettre dans K quand tu vas invoquer G. Donc il va tout seul injecter le paramètre K implicitement, il va tout seul identifier la clausure, et il va faire cette transformation. Et vous voyez que là, je suis même allé un peu plus loin, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, j'ai réinvoqué G dans un autre println. Il va aussi se rendre compte qu'il va falloir que je réinvoque G, donc que je refais une autre clausure à l'intérieur et que je refasse un autre bout de code. Et c'est le compilateur Scala, avec l'extension, qui va nous faire tout seul cette transformation. Donc on est bien sur un paradigme qui fait que je veux identifier du code et le découper pour pouvoir être réactif et le faire déclencher qu'à des moments stratégiques, mais c'est le compilateur qui s'en charge. Donc ça c'est bien, c'est le pattern de continuation, mais ça ne me répond pas à la problématique de comment je fais des trades avec ça. Là où ça devient intéressant, c'est que si au lieu d'invoquer la méthode, je le mets de côté. C'est-à-dire si le cas, je le mets de côté. Je peux très bien m'invoquer en me donnant le cas, la suite à faire, mais moi je ne le fais pas tout de suite, je le garde au chaud. Et là, je peux écrire mon scheduler. Là, je peux dire, tiens, moi je vais avoir une liste de cas, et puis je vais passer de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. Et voilà, je me suis créé un multitâche. Moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, que j'ai un événement, je sais que j'ai des cas qui traînent. Les cas, ils ont été générés automatiquement par l'invocation, et je vais pouvoir les déclencher les uns derrière les autres, et je me crée mon scheduler. Hein, ça prend une dizaine de lignes, et puis voilà. Okay. Donc là, ça me permet de faire du multitâche sans trade. Je peux même du coup invoquer plusieurs fois. Alors par contre, ça ne marche pas dans tous les cas. Typiquement, ça ne marche pas dans une boucle, quoi. Si je veux mettre comme ça dans for i égale 1 tout 100 et que je veux l'invoquer, là on se retrouve avec des boucles infinies, avec des récursivités, etc. Donc ça ne marche pas dans tous les cas. Et puis, il y a quelques inconvénients, hein, comme il a fait la transformation de code. Si je regarde la stack trace, c'est un peu plus compliqué à comprendre, hein, parce qu'il y a eu du code magique. Hein. Enfin, le générateur, c'était un peu pareil. Il y a du code magique qui se fait derrière, quoi. Donc, pour résumer, là, on a l'usage de la continuation, ça permet de continuer après un traitement, d'où le terme continuation. Les limitations, c'est la pile, hein, parce qu'on peut se retrouver avec des appels récursifs comme ça dans les boucles. Le point fort, c'est que c'est généré également si on a le plugin qui va bien. C'est clair? Ok, on attaque le suivant, les coroutines. Alors les coroutines, pour les vieux de la vieille, c'est un vieux concept, c'est un terme inventé en 63. Moi je l'utilisais sur un MS-DOS à l'époque et un système pour que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui n'était pas du tout réentrant, qui n'était pas multitâche. Et si on voulait faire du multitâche, il fallait tricher. Et une des façons de le faire, c'était avec les coroutines.
Windows 3.0 utilisait ce même modèle, c'est-à-dire qu'on était sur du multitâche collaboratif et pas préemptif. Ça a été abandonné à partir de 3.1 où là on avait un vrai moteur multitâche. Et on va voir comment tout ça s'implémente. Quand je suis sur un scheduler traditionnel, il y a des tics horloges. On a juste le scheduler qui est branché sur l'horloge. Et de façon régulière, il va y avoir une interruption qui va être envoyée au processeur. Il dit hey, il y a l'horloge qui vient de péter. À ce moment-là, le scheduler il prend la main. Ah, tu étais en train de faire quelque chose. Allez, je te sauve tous tes registres et je vais passer au suivant et je vais reprendre et lui il va continuer. Puis on va continuer comme ça. Donc on va partager finalement les traitements basés sur les tics horloges. Le problème c'est que ça arrive à n'importe quel moment. Et du coup, on doit mettre des verrous puisque ça arrive à n'importe quel moment. L'approche coroutine, c'est différent. L'idée, c'est que c'est du collaboratif. C'est moi qui décide quand est-ce que je dis bon, ok, là c'est bon, tu peux donner la main au suivant. Alors on retrouve les mêmes mots, hein, Yield, mais bon, voilà, c'est comme ça. Qui lui dit bah, ok, c'est bon, moi j'ai fini. Ou maintenant, c'est stratégiquement pertinent de donner la main au suivant. Et le suivant, quand elle est finie, me refaire un Yield et je vais revenir. Donc on est sur du collaboratif. C'est ce qu'on avait dans Windows 3.0, pardon. Le risque, c'est que l'un des traitements prenne la main et ne la rende jamais. Hein, mais si tout le monde a bien codé, on est optimum, parce que là, le processeur, il est toujours exploité. Hein, il n'y a jamais de temps mort là-dedans. Pour l'anecdote, j'avais utilisé ce genre de technique sur MS-DOS, et puis j'avais un des services qui ne faisait que prendre l'horloge, regarder le temps que ça mettait entre deux Yields pour pouvoir revenir, pour voir le temps maximum que ça prenait. Ça marchait très bien, sauf quand on le laissait toute la nuit, parce que le lendemain, on arrivait et l'horloge, elle n'avait pas changé de jour. Bizarre. C'était que le MS-DOS, le premier qui lisait l'heure dans le BIOS, devait lui-même changer la date. Et comme moi, je lisais en permanence, je ne changeais pas la date, et du coup, je retrouvais le lendemain, j'étais pas le bon jour. Alors, ça, c'est les coroutines. Très bien. Alors, par contre, les coroutines, c'est vachement bien. Si j'ai plein de jobs à distribuer, je vais pouvoir, si j'ai plusieurs cœurs, faire des coroutines qui travaillent à l'intérieur des cœurs. Donc, je vais pouvoir avoir chacun des jobs qui va se mettre à tourner et à faire du boulot. Mais si je commence à avoir un traitement qui prend beaucoup de temps, bah, il va bouffer un cœur. J'en ai d'autres, c'est bon, ça va pouvoir continuer à fonctionner. Mais si je continue encore, je peux me retrouver avec tous les cœurs qui sont saturés par des traitements qui sont longs. Donc, c'est le traitement long qui va me foutre la merde. Et ça va interrompre tous les jobs. Donc on a des trucs magiques, et donc par exemple dans ce cas-là, on a un truc magique qui s'appelle blocking, qui permet de dire hey, ok, on est en mode asynchrone, je n'ai pas plus de threads que de cœurs, donc si j'ai bouffé tous les cœurs, je suis bloqué, je ne vais plus pouvoir faire de traitement pending si j'ai un événement qui arrive, mais là je sais que je vais invoquer un traitement un peu long. Donc je déclare blocking, et puis je fais mon boulot. Qu'est-ce que ça va faire blocking? Ça veut dire ok, je vais te rajouter un thread en excès, ça va être pour toi. Hein, on est normalement, la théorie, c'est pas plus de cœurs que de threads, mais là, je vais tolérer de t'en rajouter, mais c'est éphémère. C'est le temps que tu gères tes traitements blocking. Et là, c'est très bien, donc on met un flag dessus pour dire, ok, quand tu auras fini, ben, on va pouvoir nous continuer, les autres vont continuer à travailler, hein, ceux qui sont bien écrits, et puis à la fin, ben, on va pouvoir le virer. C'est intéressant parce que dans votre code, ça vous permet de résoudre votre problème de j'ai un traitement long qui arrive dans un modèle asynchrone et ça me fout la grouille. Vous pouvez le résoudre localement, rapidement, mais en même temps, ça vous met le doigt sur là où ça fait mal, quoi. Si vous avez du blocking, c'est qu'il y a un problème. Il faut peut-être revoir la conception. Alors, il y a deux types de coroutines. Il y a les coroutines symétriques, où je dis yield, et ça donne la main à un autre. Ou yield tout, je dis tu donnes la main à lui. Donc, suivant les langages, on peut avoir ce type de subtilité. Et attention, il peut y avoir dans les implémentations parfois des affinités au niveau des vrais threads qui sont derrière. On peut avoir que les coroutines ne doivent marcher que sur les mêmes threads physiques. Alors, on va regarder un petit peu comment on va implémenter des coroutines avec différents langages. Vous allez voir que c'est amusant. Le premier, c'est en C. Alors, le C, les coroutines, ça c'est un vieux truc de hacker. Hein. Là, on rentre dans du vrai truc de barbu. Il existe dans le C deux fonctions magiques qui s'appellent setJump et longJump. SetJump et longJump, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir faire des raccourcis dans la pile d'appels. Vous avez A qui appelle B, qui appelle C, qui appelle D. Et puis, quand j'ai un gros truc d'erreur, je n'ai pas envie de redescendre tout pour transférer les erreurs. J'ai envie de dire hey, tu remontes tout en haut. Okay, enfin, tu remontes tout en haut. Hein, donc le but, c'est de faire un raccourci dans la pile. Donc la fonction setJump, elle fait quoi? Elle va juste créer un buffer, et dans ce buffer, elle va y stocker tous les registres. Du coup, quand je vais faire un longJump, il va juste reprendre tous les registres et les remettre dans le processeur. Du coup, il y a le registre de pile, et hop, il va être ajusté. Super. Et puis il y a une petite subtilité, c'est dans un cas, il retourne true la première fois qu'il passe, il retourne false quand je fais longJump. Ça va me permettre de pouvoir faire l'aiguillage.
Très bien. Donc ça, ok, c'est une fonction un peu magique qu'on utilise, qui c'est l'équivalent des exceptions avant les exceptions, quand on était sur un langage comme le C. Mais du coup, on peut faire des astuces avec ça. C'est que si je lui demande de faire un send jump et je me donne un buffer et que je lui dis, tiens, je prends une zone mémoire, je vais aller manipuler un peu le buffer pour dire le pointeur de pile, c'est pas celui que tu avais, mais c'est un autre, celui du buffer que je mets à côté, on peut se retrouver dans le scénario que je viens de présenter là. C'est-à-dire que j'ai deux applications qui ont chacune une pile différente, une qui a été délivrée par le système et une qui est celle que moi j'ai rajoutée. Et quand l'un va faire un on-jump, en réalité, il va restituer le pointeur de pile qui est le pointeur de pile du voisin. Et quand le voisin dit faire un on-jump, il retourne sur le premier. Et hop, je me suis créé des multitâches. Moi, j'ai écrit de nombreux moteurs de multitâches qui utilisaient ce genre de stratégie. Donc rien qu'avec un on-jump, set-jump. Pour l'anecdote, quand on s'amuse à faire ça en Windows 3.0, j'ai encore un truc de vieux, il fallait faire des subtilités dans la pile parce qu'il fallait modifier des registres dans la pile et des petites manipulations de pointeurs, mais ça marchait très bien. On pouvait faire ça en Windows. Windows 3.0, donc je faisais des coroutines en Windows 3.0. Pouvoir faire du multitâche dans un truc qui n'était pas. En Java. Alors en Java, il y a un projet Apache qui cherche à faire la même chose, à offrir la même chose. Donc ça permet d'avoir des coroutines en Java. Pour pouvoir faire ça, ça utilise de l'injection de bytecode lorsqu'on charge les classes. Et ça utilise un truc un peu bizarre qui est modifier le pointeur this. Normalement, this égale quelque chose, c'est pas possible en Java. Pas possible dans le langage Java, mais c'est possible dans la JVM. Il suffit de faire un astor de 0. This étant dans le registre 0, il dit je mets telle valeur dans le registre 0. Donc je suis en train de changer this. Là, l'objectif, ce n'est pas de changer de pile, mais de changer d'instance. Je suis dans une méthode, elle s'exécute sur une instance, et hop, magiquement, elle va s'exécuter sur une autre instance. Ils vont s'appuyer là-dessus pour pouvoir nous faire des coroutines. La petite subtilité, c'est que toutes les classes que je vais utiliser derrière doivent passer par cette manipulation de bytecode. Donc typiquement, comment ça s'utilise? Alors, vous voyez, c'est assez drôle. Je parle de coroutine, ça s'appelle continuation. Comme quoi, les mots, ils ne sont pas très, très secs. Donc, on va dire qu'on va starter un runnable classique, et puis à un moment donné, je vais pouvoir faire un suspend. Suspend, c'est équivalent du duel, si je donne la main au suivant. Alors regardons comment ça fonctionne. Sur la gauche, j'ai un bout de code assez simple, une implément runnable, et puis j'ai un run, et dans le run, j'ai à des endroits stratégiques du suspend. Donc là, je suis dans du code complètement linéaire. Moi, mon objectif, c'est qu'à chaque fois que je fais du suspend, il donne la main à un autre, et puis quand l'autre a fini, il revient et il continue. Toute la stratégie du class loader, ça va être d'identifier les appels à suspend. Donc c'est un appel très particulier, il va regarder dans le bytecode, il va trouver, tiens, tu appelles suspend. Donc je vais faire des choses. Et ce qu'il va vouloir faire, c'est sauver l'état courant de l'objet, sauver l'état courant des variables locales de la fonction, et faire un return. Pour que quand il reprenne, il va pouvoir restituer l'état où c'était et continuer. On va voir ça dans les détails. Donc on voit qu'on a finalement plusieurs blocs de code. Là, j'ai des couleurs différentes, qui sont tous délimités par suspend. Le but du jeu, c'est d'essayer de réorganiser ce code pour pouvoir lui permettre de faire une vraie pause et de reprendre. Alors, le code produit va être un petit peu particulier. Il y a un stack recorder, donc il y a une sorte de pile parallèle, et qui va, dans cette pile, commencer par récupérer par un pop le numéro du bloc. Donc on a bien découpé en blocs, donc on va identifier le numéro de bloc, dire ok, si c'est du 0, si c'est le bloc 0, voilà le code que tu vas faire, si c'est du 1, voilà ce que tu vas faire. Là où la petite ligne qui est indiquée avec le petit marqueur rouge, là, vous montre un truc qu'on ne peut pas coder en Java, c'est this égale quelque chose. Il dit this égale, tiens, je te donne l'objet sur lequel tu étais, à l'époque, que j'avais mémorisé. Donc là, on est en train de swapper d'objets. S'il est l'étape 1, il va faire la même chose. Bon. Et ensuite, il va finalement, suivant le numéro du bloc, il va mettre le code du contenu du bloc. Donc là, dans le bloc 0, on va retrouver notre code bleu. Par contre, on va retrouver la continuation suspend, mais juste derrière, on a un truc bizarre. Juste derrière, il dit hey, au fait, est-ce que j'ai un gestionnaire de piles? Si ce n'est pas le cas, bon, il ne se passe rien. Je passe directement au bloc 1. Si j'en ai un et qu'on ne m'a pas dit qu'il fallait que je me suspends, on m'a dit qu'il fallait que tu captures plutôt le traitement et qu'on puisse plus m'interrompre. Ok, je continue au bloc 1. Sinon, je fais quoi? Je vais pusher ma propre référence this. Donc, je vais pusher mon propre this. Donc, je vais pusher dans cette pile parallèle mon propre pointeur this. Celui qui va permettre d'être restitué tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais pusher
le ZIF, je vais pusher mes propres variables locales. Donc le push int local, je vais pusher l'état de ma variable locale, celle qui appartient à ma fonction. Et je vais dire j'étais dans le bloc 0, je push le 0. Et je fais un return. Donc là, je suis un truc, quand je fais le suspend, ma fonction qui était un runnable se met à faire un return. Donc elle a bien rendu la main. Et le bloc 1 va faire strictement la même chose. Du coup, je suis obligé d'avoir au début du code, au tout début du run, c'est ce qu'on voit sur la droite, un truc qui dit bah, ok, je dois maintenant organiser tout ça. Donc la première chose que je fais, c'est je dis commence par exécuter le code, et puis, alors ça c'est une version un peu simplifiée, je vais d'abord vérifier si je suis en suspend ou pas. Dans ce cas, je fais un goto au bloc 0. Si tout va bien, je fais un goto au bloc 1. Si tout va bien, je fais un goto au bloc 2, etc. Donc finalement, on se retrouve avec du code qui techniquement va passer son temps à faire des goto dès qu'il y a un passage de frontière. Donc ça va être impactant au niveau des performances. Par contre, on va être capable de pouvoir faire du suspend à l'intérieur de notre code, grâce à un class loader spécifique. Si je compare un petit peu les deux approches, d'un côté, dans le long jump, set jump, ce que je veux, c'est proposer ma propre stack et faire du basculement de stack. Dans l'autre approche Javaflow, je veux créer une nouvelle instance et faire du basculement d'instance. Dans un cas, j'ai le droit d'accéder à la stack, donc tout va bien. Dans le deuxième, je suis obligé de créer une stack parallèle. Dans le premier cas, je modifie le pointeur de pull. Dans l'autre cas, je modifie le ZIS. Et donc, on a d'autres comparaisons. Ce qui est intéressant, c'est que sur la gauche, c'est extrêmement efficace, que c'est extrêmement rapide de faire un changement de pile comme ça en local. C'est d'ailleurs la toute première version de Java de Sun était basée sur ce modèle-là, d'ailleurs. La deuxième approche, le Javaflow, de notre point de vue, je ne trouve pas ça très efficace parce que c'est quand même une grosse manipulation du bytecode. C'est obligé de manipuler le bytecode partout. Mais ça permet quand même de faire ce que j'ai dit, de pouvoir faire du suspend en plein milieu de notre code. Alors, il y a une autre implémentation qui est proposée. Mais là, c'est de directement modifier la JVM. Donc il y a un GSR qui est proposé là-dessus qui permet d'intégrer la notion de coroutine dans la JVM elle-même. Et là, ils vont l'intégrer partout. C'est-à-dire que ça va être, on va avoir une liste de coroutines associée à un thread, par exemple. Alors il y a des stratégies également pour ajouter des pages mémoire de garde, pour détecter les Stack Overflow. En gros, c'est un mélange des deux approches. On va utiliser l'approche set jump, long jump, mais à l'intérieur de la JVM. Et pour ça, il faut modifier un petit peu la JVM pour que les garbage collectors soient capables de gérer tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être vachement plus léger au niveau mémoire que des vrais threads. Donc la mémoire réservée aux coroutines et aux variables est variable suivant les OS. On a 32K sur Linux, 64K sur Windows, mais en réalité, il va exploiter que ce qui est vraiment utile. Donc du coup, en 32 bits, je peux avoir 25 000 piles de coroutines. Donc je peux exécuter 25 000 traitements en parallèle, et pas 100 maximum avec peine sur une JVM. Tout en étant réactif. Dans les faits, les coroutines maintiennent 1 ou 2 K de RAM pour maintenir leur état. Et concrètement, on va avoir une nouvelle API, coroutine, new coroutine, qui reçoit un runnable. C'est comme si on faisait new thread, et puis dans la coroutine, on peut faire un yield, pour dire de se mettre en pause, de passer au suivant. On retrouve ça également dans d'autres langages. Alors maintenant, il y a des frameworks qui nous proposent des coroutines en s'appuyant sur les autres techniques, c'est-à-dire sur les générateurs ou autres, par exemple. Et donc là, on a par exemple un spawn avec une fonction, vous avez l'étoile, donc on est bien sur l'approche des générateurs. Et là, on a un framework qui va nous permettre de faire du yield, donc de faire l'équivalent des coroutines en utilisant les générateurs. Sur la droite, on est également en JavaScript, et il y a Fiber qui propose également une solution du même genre. En Ruby et Python, on a le même type de modèle. Ruby utilisait des coroutines en interne jusqu'à la version 1.8. Maintenant, ils sont mis sur des vrais threads. Donc c'est vraiment quelque chose de généralisé. Et Fiber va nous permettre de faire des coroutines. Donc on va pouvoir faire un Fiber yield pour dire je mets en pause et un Fiber resume pour dire tu reprends. Python également nous propose ce genre de choses avec un A5 coroutine. Là par exemple, il y a même marqué coroutine. Comme quoi. Go, Go en interne fonctionne également avec des goroutines. C'est-à-dire des coroutines mais codées en Go. C'est la même stratégie. On peut multiplier le nombre de pseudo-threads finalement. Et les couches de communication entre ces threads se passent par des channels sur le Go. Donc l'avantage des coroutines, c'est qu'on a des threads légers, très légers, ça ne consomme que ce qui est utile. On peut en avoir des milliers du coup, donc on peut suspendre plein de traitements comme ça en parallèle. Il n'y a pas de concurrence d'accès, parce que quand on est dans une coroutine, on sait qu'on est seul dessus. Si je mets que des coroutines sur un seul cœur, il n'y a pas de problème. Ou si je sépare, je fais une allocation mémoire séparée par les cœurs, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas encore présent dans la JVM, et on a vu qu'il existait des JVM spécifiques pour pouvoir le faire.
Donc l'usage des coroutines, c'est une mise en pause d'un traitement, mais de n'importe quel traitement, contrairement aux générateurs qui ne pouvaient mettre en pause que des boucles qui géraient des énumérateurs. La limitation, c'est qu'il faut une JVM spéciale si on veut vraiment le faire propre. Et le point fort, c'est que ça garde la vraie pile d'appel. Donc même au niveau des traces dump, on va avoir des choses qui sont des dumps de stack, plutôt, on va avoir des choses qui tiennent la route. Très bien. Maintenant, on va attaquer pipeline composition. Vous avez dit que c'était pour Barbu. Hein, vous êtes prévenus. Hein. Alors là, l'idée, c'est de dire on va non plus gérer les threads, mais on va définir quelles sont les transformations que l'on veut faire de nos traitements, et c'est lui qui va se débrouiller pour pouvoir distribuer sur des threads s'il en a de dispo. C'est de considérer, c'est de travailler avec des futurs finalement, c'est-à-dire de dire, tiens, tu lances un traitement, puis quand tu auras fini, on complete, je vais t'indiquer quoi faire derrière. Donc quand tu as l'on complete, tu vas passer à l'étape suivante, et puis tu vas relancer un autre traitement, qui on complete va aller à notre étape suivante, et on a finalement un pool de threads qui est pré-initialisé dans la JVM, c'est d'ailleurs le cas maintenant en Java 8. Vous avez un pool de threads statique, un singleton, qui est initialisé avec le même nombre de threads que le nombre de cœurs, et qui sert d'exécuteur finalement. Dès que j'ai un traitement asynchrone, il va en piocher un là-dedans qui est dispo pour pouvoir exécuter. Et s'il n'y en a pas de dispo, il attendra qu'il y en ait un qui devienne dispo. En ce cas-là, si je prends ce genre de modèle, je vais pouvoir utiliser les mêmes approches que l'approche fonctionnelle où je dis, tiens, j'ai un conteneur et je veux le mapper sur un autre conteneur qui va mapper sur un autre qui va faire un filter. Bon. Là, je vais pouvoir dire, je vais prendre un futur. Hein, là, j'ai un RAID code, par exemple, qui veut interroger un système connecté pour obtenir le cours du dollar. Et je vais juste indiquer map. Et je vais dire, quand tu auras le map, tu vas faire telle chose. Donc moi, je l'écris de façon complètement traditionnelle au niveau du Scala. J'ai juste une collection de transformations avec des accolades. Mais techniquement parlant, ça va se traduire par le bout de code qui est derrière le map, là, entre les deux accolades. En réalité, c'est une closure qui va être invoquée dans le onComplete. Donc je peux très bien avoir l'invocation de la méthode purchase qui est invoquée par un thread, mais que le traitement dans le map soit exécuté par un autre thread. On sait que c'est un des threads qui fait partie du pool, mais ce n'est pas forcément le même. Donc si je commence à mettre des variables de thread, des local thread variables, je ne suis pas forcément sur le même, donc il faut le savoir. Hein. On est sur un modèle où on a, de façon générique, des threads qui sont mutualisés par le langage lui-même et qui va s'occuper de distribuer tous les bouts de traitement qui traînent. On retrouve la même chose dans Java 8 avec, enfin, le completed future. Avant, dans Java 8, on n'avait que future, enfin dans Java 7, on n'avait que future. Future, ça permettait de dire, tiens, je te lance un truc en asynchrone, et quand j'ai besoin d'avoir le résultat, je fais un get, et là je m'endors. Et j'attends le résultat. Vous pouvez juste rien faire d'autre. Vous pouvez juste dire, t'as fini? Non, je vais faire autre chose, mais à partir du moment, on fait get. Là, on peut dire, tiens, voilà la callback que tu invoqueras quand tu auras fini. Donc là, c'est différent. On est réactif cette fois-ci. Donc le completed future, c'est une extension du futur qui permet de faire ça. Alors il y a toute une syntaxe un peu exotique que Java 8 a intégrée. On se demande pourquoi ils n'ont pas pris les bonnes idées qui existent tout autour d'eux, mais bon, Java, nous on est les meilleurs que les autres, mais voilà. Donc ils font un Zen apply, donc on dit ok, j'exécute un traitement, Zen applique ça, Zen applique ça, Zen applique ça. Hein, donc on va pouvoir du coup définir un certain nombre de callbacks qui vont dire tu vas t'enchaîner et au fur et à mesure que tu reçois les événements, tu vas réagir. Après on peut faire des trucs plus subtils, on peut faire du compose, on peut dire il faut que tu aies le résultat de A et de B pour pouvoir les mélanger et pour pouvoir faire un traitement que quand tu as les deux, quand tu n'en as qu'un seul des deux, etc. Il y a des subtilités comme ça. Donc comme je dis en dessous, Zen apply c'est l'équivalent de map. Zen compose, c'est l'équivalent de flop map. Bon, tout le monde utilise map et flop map, sauf dans Java, qui ont décidé d'utiliser d'autres termes. En JavaScript, on a également des frameworks qui permettent de fonctionner un petit peu du même genre. On a sur la gauche une approche classique, où on a des callbacks, on dit quand il y a le success, je vais faire la fonction, voilà ce que tu dois invoquer sur le success. Donc là, on est en train d'enregistrer une collection de callbacks. Sur la droite, on a une approche un peu plus sympathique, on va dire zen, 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 zen. Donc c'est plus lisible parce que c'est plus linéaire au niveau de la lecture du code. Mais ce n'est rien d'autre que du sucre syntaxique. Voilà, donc le pipeline, c'est un enchaînement de pipes. Les limitations, on va avoir des piles qui n'expliquent pas de ce qui s'est passé avant, puisqu'on n'a que des piles très, très courtes. On a juste la callback de chacun des bouts de traitement. Par contre, c'est vachement élégant au niveau de la rédaction, puisque c'est exactement la même façon de travailler, qu'on soit sur du Future, sur du Map, sur du Spark, sur n'importe quelle technologie fonctionnelle. Là, on va attaquer l'approche la plus intéressante,
à 5 await. Donc on est toujours sur la même stratégie. On veut découper du code pour pouvoir réagir lorsqu'on a un traitement asynchrone qui s'exécute. Donc on a les futurs en Scala, les complétés de futurs en Java 8, les tasks en .NET, les promises en JavaScript. Et le but, c'est que on doit avoir du code qui retourne un futur, mais qu'à l'intérieur de ce futur, on va pouvoir avoir des API un peu sympathiques. Si je prends dans C#, le but, c'est de pouvoir invoquer des traitements asynchrones et de pouvoir faire un await à l'intérieur. C'est-à-dire que là, si je regarde sur la droite, j'ai un HTTP client et je dis, tiens, client, tu vas faire un getString A5 sur telle URL. J'obtiens un task, donc j'obtiens un futur, un truc qui devra se répondre plus tard. Là, je peux faire autre chose en attendant, mais quand j'ai besoin de dire, OK, il me faut absolument le résultat, je vais indiquer await le résultat du futur. Sauf que le await est traité de façon particulière par le compilateur. En réalité, il ne va pas endormir le thread courant, il va mettre en pause et il va partir sur autre chose pour que le thread puisse continuer à travailler. Et c'est quand l'acquittement asynchrone va revenir qu'à ce moment-là, il va reprendre la suite du traitement. D'accord ? Donc il va vraiment me faire une approche réactive, alors que la façon dans laquelle je l'écris, j'ai l'impression que c'est une approche complètement linéaire. En ce cas-là, on va retrouver la même chose. Donc là, j'ai un exemple où j'ai plusieurs blocs de code. Là. Je vais déclarer A5 pour dire ça, c'est un bout de code asynchrone. Okay, il me retourne un futur. À l'intérieur, je peux en mettre d'autres. J'ai un F1, F2. Chacun vont tous les deux être asynchrones. Et puis ensuite, je fais un return await F1 plus await F2. En réalité, tout ça, ça fait quoi? Ça va se mettre en onComplete sur le premier bloc, ça va se mettre en onComplete sur le deuxième bloc, ça va attendre les deux pour pouvoir faire onComplete sur le résultat total du futur global de cette addition. Donc j'écris de façon extrêmement simple et extrêmement lisible quelque chose qui est pourtant complètement réactif. Et ça va utiliser toujours le même pool de threads. Alors si on a besoin, il y a les implicites qui permettent de choisir le pool de threads que l'on veut utiliser, mais ça utilise le même pool de threads. Et c'est la macro Scala qui va transformer ce code-là qui a l'air linéaire en un automate comme on a vu précédemment. On retrouve également la même chose en JavaScript. Là sur la gauche, vous avez un outil assez amusant, la Streamline.js, où quand vous invoquez une méthode, vous mettez un underscore à la fin, ça lui permet de lui dire ça c'est un truc asynchrone. Donc vous l'écrivez tel que c'est marqué sur la gauche de façon complètement linéaire. Et ce que vous avez sur la droite, c'est le code qui va vous générer. Vous voyez que c'est plus simple d'écrire le code de gauche que le code de droite. À mon avis. Donc AsyncAwait, c'est une distribution des traitements sur les cœurs. On a un pool global dont la taille est taillée par le nombre de cœurs, et il va y avoir des sollicitations qui vont distribuer les jobs, tout en étant avec une syntaxe qui nous ressemble à être du code linéaire. Les limitations, c'est pareil, hein, les piles d'appels, ça devient un peu plus compliqué à débugger parce que quand on est sur un onComplete, la pile elle est juste vierge, on sait à peine d'où ça vient, hein. On sait qu'il s'est passé un événement, mais d'où il vient, c'est plus délicat à débugger. Ça ne fonctionne que si on retourne des futurs, des trucs asynchrones, hein, mais il va s'occuper à l'intérieur des futurs de pouvoir faire tous ces enchaînements, et le point fort c'est que c'est généré. AsyncAwait initialement est né de .NET. C'est Microsoft qui a proposé cette première syntaxe, qu'ensuite on l'a retrouvée dans ce cas-là, toujours pas dans Java, mais c'est Java. Voilà. Donc là on a fait le tour de 5 approches différentes pour pouvoir faire du multitâche sans thread. Alors il y a des threads réels bien sûr derrière, mais on n'a jamais dit je veux créer un thread. Hein, on s'est appuyé sur des trucs où les threads, je ne sais même pas où ils sont, et c'est pas ma responsabilité, c'est pas à moi à gérer un thread, à savoir où c'est. Donc l'approche réactive, elle est intéressante, mais à condition qu'on ait des API asynchrones. Et .NET, quand ils ont commencé à mettre leur approche AsyncAwait, ils sont arrangés pour avoir tout ce qui était nécessaire et qui prenait du temps en asynchrone. Donc on a les API pour pouvoir lire les fichiers, pour pouvoir attaquer le réseau, pour pouvoir attaquer le GPU, pour pouvoir faire un certain nombre de choses, pour qu'on puisse utiliser ce paradigme partout. Et qu'on n'ait pas un paradigme qui se met à être bloqué quelque part. Les langages proposent nativement ou via des macros des frameworks qui vont permettre de simplifier le développement. C'est ce que je vous ai présenté à l'instant. Il y en a d'autres qui sont réactifs dans leur gène, puisqu'ils sont par nature sans thread et utilisent cette stratégie en interne. Donc de notre point de vue, la performance n'est pas une loterie. On pense que vous pouvez dès maintenant être réactif, qu'il n'y a plus de raison, même au niveau des langages, de ne pas y aller. Vous avez maintenant ce qu'il faut, si vous choisissez les bons langages pour pouvoir être réactif. Ça, c'est le logo de, ma tribu chez Octo.
Et voilà, je suis ouvert à toutes vos questions. C'est difficile après déjeuner, hein. Même au début, même en début de matinée. Alors, c'est pour Barbu, hein. Vous avez vu que c'est un peu, on touche à beaucoup de choses, mais oui. D'abord, merci pour ce panorama vraiment intéressant. Est-ce que tu as creusé aussi des choses du côté d'Erlang qui avait, Oui, son alors temps, peut-être encore actuellement, des choses assez intéressantes de ce côté-là, en tout cas de ce que j'en ai entendu parler. Tu saurais nous éclairer un peu là-dessus? Alors, Erlang est un modèle un petit peu particulier parce qu'il a un modèle d'exécution paresseuse qui fait que quand tu es en train de décrire que tu veux faire quelque chose, en réalité, il ne le fait pas. Il le fait que si quelqu'un a besoin du résultat. Donc, il a un mécanisme de distribution des traitements qui se font que à la demande. Donc, tu peux te retrouver avec des choses un peu rigolotes, avec des algorithmes infinis, des boucles dans des boucles, des trucs. Donc, je n'ai pas creusé ça parce que voilà, il y a déjà du level. Et je n'ai pas non plus personnellement beaucoup creusé ce truc-là, mais de ce que j'en ai vu, c'est qu'il a un modèle justement de distribution pareil de traitement qui est complètement géré par le langage, mais qui est complètement structurant dans tout le langage. C'est-à-dire que c'est un pilier fort de tout le langage. Donc tu ne peux pas mélanger du synchrone et de l'asynchrone dedans, tu n'as pas le choix que d'être dans ce modèle-là complètement fonctionnel et complètement paresseux où je calcule que si j'ai besoin et je garde en cache le calcul que j'ai fait la première fois pour que la deuxième fois j'ai pas besoin de le refaire, etc. quoi. Donc on est plus sur l'équivalent d'une feuille Excel si tu veux, où à un moment donné elle va finir par être stable, sauf que tant que tu n'as pas regardé la cellule qui t'intéressait, il ne va pas le calculer, la première fois il va la figer et puis elle ne bougera plus. Quoi. Philosophiquement on n'est plus sur ce modèle-là. Je rebondis sur la réponse. Je voyais les générateurs comme quelque chose justement de relativement paresseux, mais c'est encore quelque chose de différent. Les générateurs, alors les générateurs, on a vu que c'est un truc qui permet de faire de la pause, c'est une façon relativement simple de faire des boucles et de mettre en pause une boucle. Donc on l'a vu, ça a des avantages et des inconvénients. Voilà, c'est juste une astuce et consiste à utiliser le générateur pour faire du pseudo-multitâche, donc utiliser cette mise en pause pour facilement faire de la reprise de traitement. Mais tu dois te créer ton générateur que tu appellerais ton scheduler. Enfin voilà, nous, si tu reprends l'article de blog, tu retomberas sur un code en .NET qui utilise le générateur pour faire un scheduler en .NET. Et qui fait 10 lignes, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Au final, ce qu'ils ont fait dans Python avec les générateurs, Où? ici. Je vois pas. Pardon. Oui, ok, à côté, juste à côté. Ouais. Les générateurs, c'est presque plutôt le async await du coup, parce qu'ils utilisent des générateurs, mais ils retournent des futurs dès qu'on essaie de les invoquer. Quand on fait un async dessus, donc. Oui, ça va être plus proche du async await. La vraie question, c'est est-ce que tu as un await, quoi. Parce que la vraie force du async await, c'est le await. Bah, ils ont le yield from, qui pour ce que j'ai compris, c'est la même chose, mais je. Alors, je suis pas un spécialiste de ce langage, mais probablement. D'autres questions? Est-ce que vous avez maintenant une excuse pour ne plus faire du réactif? Continuer à Java? Oui, d'accord. Même Java 8 maintenant, vous pouvez le faire. Hein. Bon, bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie.